Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Pôle Énergie et les chambres de commerce Hauts-de-France. Ce webinaire est consacré à une restitution de l'étude des besoins en hydrogène des entreprises des Hauts-de-France. C'est une étude que nous avons réalisée avec un financement des chambres de commerce. Nous avons prévu cette restitution selon le format suivant que vous voyez à l'écran. Didier Cousin nous a rejoint. Didier Cousin est le président de la commission REF3 de la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France. Et puis Damien Grosso nous présentera toute cette étude et nous aurons une conclusion par deux industriels membres des chambres de commerce. Il s'agit de Thierry Flamand, qui est directeur du site d'Arcelor à Dunkerque, et puis Jean-Michel Dupuis, qui est également le directeur d'AGC Glace. Deux entreprises qui envisagent de manière très sérieuse l'hydrogène dans leur process. Alors, en tout premier mot, remercier la Chambre de commerce pour cette collaboration que nous avons faite avec eux pour réaliser cette étude. Et je laisse la parole à Didier Cousin. Merci. Merci Jean, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Donc moi je suis très heureux de vous rejoindre pour le lancement de ce webinaire sur un sujet qui est très important. Je suis effectivement vice-président de la commission, je suis vice-président REF3 de la CCI de région, en charge donc de la troisième révolution industrielle. Le sujet, comme je le disais, est effectivement fondamental. On parle beaucoup d'hydrogène. C'est un sujet majeur de la transition énergétique. C'est un pilier de la démarche REF3 qui est déployée depuis 2013 en région Hauts-de-France sous l'impulsion de la CCI de région et du Conseil régional des Hauts-de-France. Et ça restera un des piliers majeurs de la feuille de route que l'on est en train d'élaborer donc, sur REF3 pour juin 2022. Donc, on est effectivement la tête dans le guidon pour réaliser cette feuille de route. Sur le slide qui apparaît à l'écran, en fait, on rappelle quels sont les objectifs qui ont été menés depuis, qui ont été, je dirais, perçus depuis 2013 sur le sujet à la fois de l'énergie, mais pas seulement de l'énergie. L'enjeu, il est majeur en termes de réduction des consommations d'énergie et d'efficacité énergétique. On a une courbe qui descend de manière progressive dès 2015 jusqu'à 2050. Et en même temps, on s'appuie dans le cadre de la démarche REF3 sur un mix énergétique qui permet à la fois de développer les énergies renouvelables de façon considérable pour faire en sorte que les deux courbes se rejoignent en 2050, pour baisser nos consommations. Donc, il va falloir effectivement continuer à travailler énormément sur la sobriété énergétique. On parle beaucoup d'économie en ce moment, c'est un sujet d'actualité. Travailler sur l'efficacité énergétique, mais REF3, ce n'est pas que la transition énergétique. Effectivement, on se penche également sur tout ce qui touche aux nouveaux modèles économiques. Ça concerne l'économie circulaire, ça concerne l'économie de la fonctionnalité, ne pas oublier l'économie numérique et également la bioéconomie. REF3, c'est aussi la transition des modèles et des organisations. Ça touche des différents secteurs et tout n'est pas listé sur ce slide, mais ça touche les bâtiments, ça touche la mobilité, le supply chain, tout ce qui est logistique. On n'a pas cité, il faudrait le citer, ça va toucher aussi de plus en plus la problématique de l'eau et de l'accès à la ressource eau. Donc, on a une feuille de route qui est assez volumineuse à bâtir et qui va toucher tout le monde, c'est-à-dire à la fois l'industrie, à la fois le commerce, à la fois les TPE, les PME, les artisans, le monde agricole. Donc voilà, on a une ambition troisième révolution industrielle qui est très très forte et on va devoir passer effectivement à la vitesse supérieure après cette première phase donc de 2013-2022. La surprise, on la verra apparaître donc au mois de juin prochain à l'annonce de la nouvelle feuille de route. REF3, c'est aussi une organisation, ce sont des collectifs qui se sont mis en place sur le biométhane, sur l'hydrogène, sur le CO2. Nous avons des groupes de travail multipartenaires à la fois constitués du monde économique, du monde associatif, du monde institutionnel. On va annoncer prochainement un collectif sur l'électromobilité
également qui va se mettre en place, bon, sachant qu'il y a déjà une dynamique qui existe autour de tout ça. Et RF3, c'est aussi l'implication de cette troisième révolution industrielle dans des grands projets structurants tels que le canal Seine-Nord-Europe, mais ce n'est qu'un exemple. Donc, cette feuille de route que l'on va partager entre Conseil régional et CCIR et l'ensemble des partenaires va vraiment mettre l'accent sur l'objectif de vouloir massifier, et va mettre l'accent sur l'urgence des projets, de faire en sorte qu'il y ait de la création de valeur sur le territoire et de la création d'emplois. Ça concernera, comme je l'ai dit, à la fois les entreprises, les collectivités locales, les grands publics, mais aussi tout ce qui est organismes de formation, les grandes écoles, les grandes universités. Pour ce qui touche à l'emploi, et je vais en arriver donc à l'objet de ce webinaire, on a mis en place, par exemple en 2013, un collectif régional autour du biométhane injecté. On peut passer sur la carte suivante. Le collectif régional, il est parti de pas grand-chose, c'est-à-dire on avait une unité de production de biométhane à partir des déchets ménagers qui existaient sur la métropole de Lille, ça remonte à 2011, et c'est à partir de 2011 qu'il y a eu effectivement une amplification du mouvement pour accompagner des nouveaux projets de production de gaz vert, essentiellement agricoles jusqu'à aujourd'hui. Nous avons donc en 2022 58 unités de production de biométhane avec injection dans les réseaux de transport et de distribution de gaz. C'est ce qu'on appelle du biométhane. Et potentiellement, ces unités de biométhane, il y en a donc 58 aujourd'hui, il y en a encore 60, plus de 60 en réserve, et ça va continuer à se déployer dans les prochaines années. Mais ces unités de production de biométhane sont potentiellement producteurs de méthanation, c'est-à-dire de production de gaz de synthèse à partir de CO2 et d'hydrogène récupéré. Et là, vous me voyez arriver sur le sujet hydrogène. Si en 2030, on a une production qui correspond à 20% de la consommation en gaz en région, c'est l'objectif qui est clairement affiché, voire au-delà. On a déjà des départements comme l'Aisne, par exemple, ou peut-être des intercommunalités qui sont déjà presque à 20% de production de gaz vert. Plus on aura effectivement de production de gaz vert, plus on pourra produire un hydrogène vert à partir de ce CH4 énergie renouvelable. Donc, merci à Pôle Énergie 2020 de mener toutes ces études pour faire en sorte de produire davantage de nouveaux gaz verts. Ce sont des sujets à fort enjeu. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Les Hauts-de-France vont énormément compter et peser dans les années à venir sur ce sujet, qui est celui de l'hydrogène et des énergies renouvelables en général, sachant qu'on a sur le territoire à la fois des plateformes industrielles et portuaires conséquentes à fort enjeu, avec de nombreux projets, je pense évidemment à Dunkerque, mais il n'y a pas que Dunkerque, il y a également d'autres territoires à fort enjeu industriel, des territoires urbains et ruraux qui sont inscrits déjà dans la démarche REF3 et qui vont vers la neutralité carbone. Donc, merci pour ce premier mot auquel vous m'avez laissé la possibilité de m'exprimer au nom de REF3. Je laisse donc la parole et on va écouter les résultats de l'étude. Merci Jean. Voilà, donc je laisse la parole à Damien Grosso, simplement pour juste resituer pourquoi on a fait cette étude. Vous savez que ça soit du côté de France Hydrogène ou du côté des comités stratégiques filières, nouveaux systèmes énergétiques, il y a la notion de bassin qui est apparue pour implanter le plan d'action au niveau national. Voilà, les 6,5 gigawatts d'électrolyseurs pour voir comment ils pouvaient s'implanter concrètement dans les territoires. Donc l'idée, cette idée de bassin, c'est de mutualiser les ressources, les besoins, et donc la première question à se poser, c'était de voir où étaient les projets potentiels, car on sait que l'hydrogène va se développer, va se cristalliser à partir des premiers projets où il y a un lieu de production face à un lieu de consommation. Et donc, ça pouvait être intéressant de voir quels étaient les industriels qui commençaient à bouger par rapport à cette question de l'hydrogène ou qui pouvaient bouger dans les
dans les années à venir. Donc ça a été l'idée de ce travail. Et puis on se doute que ce travail est appelé à être suivi pour être un peu comme un observatoire finalement de l'évolution de la prise de conscience de l'hydrogène parmi les industriels des Hauts-de-France. Voilà, donc je laisse la parole à Damien Grosso qui va vous présenter toute cette étude. Merci Jean, et je vais aussi commencer par un ensemble de remerciements avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je les oublie toujours à la technique, donc en plein milieu pour une fois. Merci Rémi et merci Romain pour la technique, et remercier aussi les artisans de cette étude, à savoir Nouad Pellizzari et puis Grégory Desmith. Donc Jean a évoqué rapidement le cadre, hein, une étude réalisée avec les CCI Hauts-de-France et particulièrement la CCI Littoral et Grand Hainaut, qui ont un territoire favorable, notamment avec des entreprises qui sont fortement émettrices de CO2 et qui sont dans un groupe de travail national dédié aux questions de l'hydrogène. Pôle Énergie, nous ne vous présentons plus, mais notamment ce travail a été fait dans le cadre de notre délégation régionale de l'association France Hydrogène. Quelle cible pour cette étude? Merci. Quelle cible pour cette étude? Alors, on n'a pas cherché à recenser l'ensemble des entreprises potentielles du territoire, mais on a ciblé notre étude de manière à avoir une masse de travail qui soit réaliste et puis aussi une vision qui soit claire. Alors, ces cibles, elles sont de trois ordres. D'un côté, les entreprises industrielles, plutôt grands comptes de la région, qui utilisent ou non de l'hydrogène dans leur cadre de leur activité, mais qui sont susceptibles de l'utiliser, notamment au regard d'une étude publiée par l'ADEME sur les futurs usages de l'hydrogène pour les industriels. Première cible. Deuxième cible, les transporteurs de fret et les transporteurs de personnes qui souhaiteraient décarboner leurs activités. Et puis, on a ciblé des effectifs supérieurs à 20 salariés, des entreprises avec des effectifs supérieurs à 20 salariés, au regard des investissements apportés et de la masse déjà de travail à réaliser. Pour reparler un peu du sommaire, puisqu'on l'a fait un petit peu à l'envers, donc on va parler un peu des usages possibles, de la méthodologie mise en œuvre, et puis bien sûr, ce que vous entendez tous, des résultats et des perspectives couvre cette étude. Si on rentre dans le vif du sujet des usages. Pour ne rien vous apprendre, pour peut-être vous apprendre quelque chose, il y a aujourd'hui 3 ou 4 principaux usages, en tout cas autour des raffineries, l'hydrodesulfurisation ou l'hydrocraquage en raffinerie, pas très concerné par cet usage en région. La production d'ammoniac, nous ne sommes pas très concernés par cet usage en région. La production d'autres produits chimiques, notamment tout ce qui est production de styrène, etc. La production du verre, et notamment du verre plat, et la sidérurgie. Des nouveaux usages, et ceux, du coup, ça c'est une première cible d'entreprise, donc vous l'aurez compris, qu'on aura ciblé, une première cible d'entreprise industrielle, et les nouveaux usages, bien sûr, donc tout ce qui est stockage des ENR et méthanation, on en a parlé tout à l'heure, l'interconnexion électricité-gaz et power-to-gaz, c'est globalement le même sujet. Dans la sidérurgie, des nouveaux usages autour de la réduction directe de l'acier, tout ce qui est four à flamme oxyhydrique, donc avec des flammes qui sont avec un potentiel énergétique plus important que les flammes au méthane, simple. Et puis la mobilité et le fret et les carburants de synthèse. Voilà globalement les usages et donc les entreprises que Pôle Énergie, à travers cette étude, a sollicité. Si maintenant on parle un petit peu réglementation, parce que en réalité l'hydrogène est porté à la fois par des plans de financement, mais aussi par une réglementation. Alors je vous passe les normes en vigueur qui sont relativement nombreuses, mais encore à peine suffisantes pour régler tous les sujets liés à l'hydrogène, et notamment
par exemple, on pourrait citer les projets de méthanation qui nécessiteraient encore un peu de réglementation pour être correctement cadrés. Mais c'est surtout les évolutions sur lesquelles je voudrais m'arrêter, avec 5 éléments principaux, notamment la taxe incitative à l'incorporation des énergies renouvelables dans les raffineries, qui ne devrait pas concerner les Hauts-de-France, mais qui devrait entraîner le marché de l'hydrogène. Les garanties d'origine qui devraient arriver. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie d'origine sur l'hydrogène, de la même façon qu'il y a des garanties d'origine sur le biométhane, donc qui permettrait de mieux valider, de valoriser l'hydrogène utilisé quand il n'est pas utilisé sur le site de production, et qui permettrait des échanges entre partenaires. Le paquet climat Fit for 55, alors Jean vous en a déjà parlé dans d'autres webinaires, mais ce paquet Fit for 55, notamment, oblige à intégrer de l'hydrogène vert dans les process industriels, de décarboner la mobilité et de refondre le marché des quotas d'émissions. En tout cas, diminution des quotas d'émissions, obligation de décarboner la mobilité et obligation d'intégrer l'hydrogène vert dans les process industriels. La directive RED, les ENR devraient représenter 32% de la consommation finale brute d'énergie en 2030. Et donc, cette directive, elle est propre aux filières de production de gaz, de chaleur, de froid, à partir de combustibles solides, liquides ou gazeux. Et donc, vous voyez tout de suite l'impact sur l'hydrogène. Et puis, bien sûr, le soutien au financement. On peut citer 2 mécanismes. Les appels à projets, notamment appels à projets de l'ADEME, écosystèmes territoriaux. Les appels à projets de plus grande importance. Et puis, pour les projets de plus grande importance, excusez-moi, de plus de 20 MW d'électrolyse. Et puis, les appels à projets autour de l'achat des véhicules via, excusez-moi, le soutien à l'achat des véhicules via notamment le bonus écologique, donc soutien à l'achat des véhicules hydrogène, qui bénéficient peu ou prou des mêmes avantages que les véhicules électriques. Ok, donc on a une cible d'entreprise avec les usages qui seront ciblés, donc à la fois industriel et à la fois sur le transport. Quelle a été notre méthodologie? Alors, c'est très simple, hein, ça a été une prise directe de contact auprès des entreprises de la région concernée, avec d'abord une première phase de ciblage des entreprises, hein, de tri des priorités et ensuite un travail d'enquête. Donc un premier travail d'enquête par mailing et puis des enquêtes par téléphone. Si on regarde un peu ce que ça donne niveau chiffres, c'est un peu plus de 1000 emails envoyés, un peu plus de 2000 appels réalisés, plus de 400 entreprises contactées sur la région et environ 120 répondants pour une étude réalisée entre mai et août 2021. Avec un taux de réponse de 30%, donc qui est quand même plutôt important hein, pour ce genre d'études, pour lequel les entreprises n'ont pas forcément le projet, pas forcément de temps à consacrer, dans une période qui est peut-être pas la plus favorable. Et surtout un résultat qui se fait principalement grâce au mailing, avec moins de 10 réponses à travers les mails. Vous voyez un peu ici les entreprises contactées, et puis les entreprises répondantes, donc forcément moins nombreuses, mais qui géographiquement recouvrent plutôt bien le territoire. Quel résultat? Alors, que peut-on ressortir de notre analyse? Déjà, quel hydrogène aujourd'hui en région? Alors, l'hydrogène est principalement vaporéformé à environ 50%, et sinon, il y a de l'hydrogène fatal issu des coproductions à environ 52%. Donc, vous voyez un 50-50 entre le vaporéformé et l'hydrogène fatal, avec l'électrolyse qui représente moins d'1% de l'hydrogène consommé en région. Quel secteur d'activité aujourd'hui consomme de l'hydrogène? Donc on parle bien aujourd'hui de photo instant T. Merci de revenir en arrière. Merci. Quel consommateur? Donc l'industrie chimique principalement, à hauteur de 60%.
Et vous voyez que derrière, il n'y a que 4 autres industries consommatrices. Donc la production de gaz industriel et de combustible, on va faire de la transformation d'hydrogène, l'industrie métallurgique et la production et le façonnage du verre. Donc aujourd'hui, pas ou peu de consommation sur les transports et la logistique, pas ou peu de consommation autour de l'industrie agroalimentaire, ni autour de la fabrication de matériaux. Des retours que nous avons eus sur les 120 répondants sur les 400 entreprises contactées. Maintenant, si on analyse un peu les productions d'hydrogène, puisqu'on a commencé par les consommations, globalement, aujourd'hui, la production d'hydrogène est principalement une production d'hydrogène fatal, issue principalement de l'industrie métallurgique, et puis, dans un deuxième temps, de l'industrie chimique. C'est pour les productions, ce n'est pas la provenance de l'hydrogène, de l'ensemble de l'hydrogène consommé, puisqu'une grande partie de l'hydrogène consommé en région, environ 50% donc, est issue de vaporéformage qui n'est pas réalisé en région, en tout cas en majorité. Vous voyez à chaque fois les cartes qui représentent globalement les entreprises qui ont des productions sur site avec leurs implantations. Si on continue. Donc là, c'est un premier focus sur la production, la consommation actuelle, qui est un bon résultat, puisqu'on est parti notamment des activités déclarées ICPE, donc excusez-moi, installations classées pour la protection de l'environnement. Et ces installations sont déclarées dès qu'il y a plus de 100 kg d'hydrogène sur site utilisé, 100 kg de stockage d'hydrogène sur site, excusez-moi. Si on analyse un peu maintenant les projets, et bien là, on a une répartition en termes de nombre de projets qui se répartissent à 50% pour les procédés, donc utilisation pour transformer les procédés actuels, à 40% vers la mobilité, c'est le petit graphique en bas, j'aime bien commencer par le bas, dans une logique folle, et 8% pour l'hydrogène à usage externe, c'est-à-dire pour une autre utilisation que la sienne. Si maintenant on regarde les projets hydrogène par secteur d'activité, et ça je trouve que c'est assez significatif, on se rend compte que c'est l'ensemble des industriels qui sont aujourd'hui concernés. On n'a pas une branche qui ressort plus qu'une autre, mais vous voyez qu'on retrouve le transport et la logistique à hauteur de 30%, largement en tête, mais suivi par l'industrie métallurgique à hauteur de 19%, la production et le façonnage du verre à hauteur de 14%, l'industrie chimique à hauteur de 16%, puis la fabrication des matériaux et la fabrication, production de gaz industriel et de combustible. Petite remarque, cette analyse est faite en nombre de projets et pas en quantité d'hydrogène produite, pour la simple et bonne raison que si nous avons récupéré des données de ce côté-là, la plupart sont sous NDA et donc nous ne pouvons pas les divulguer. Mais vous verrez que dans la carte suivante, sur le slide suivant, on voit un petit peu où se situent les projets et les consommations d'hydrogène. Donc, si je m'arrête un peu sur la carte, en gris, vous avez les projets pour lesquels les quantités sont inférieures à une tonne par an. En jaune, les quantités d'hydrogène inférieures à 5000 tonnes par an. En orange, les projets entre 5000 et 100 000 tonnes. Et puis en violet, on va dire, une quantité d'hydrogène supérieure à 100 000 tonnes par an. Au total, c'est plus de 37 projets qui ont été identifiés en région, avec des besoins en hydrogène qui sont, pour la plupart, notamment autour de la mobilité assez peu mature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les transporteurs, que ce soit de fret ou de personnes,
identifient une envie, ils ont envie d'y aller, mais n'ont pas encore dimensionné leur flotte. Ils ne sont pas en mesure de dire s'ils vont partir sur 1, 2, 3, 10% de leur flotte qui serait transformée pour partir à l'hydrogène. Ils ne sont pas en mesure de dire non plus les trajets, ce qui fait que si vous avez ni la quantité de camions ou de bus ou d'autocars, ni les trajets qu'ils vont réaliser, c'est difficile d'avoir une quantité. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir cette importance du transport et de la logistique. Et ce qui est marrant aussi, c'est que vous allez voir dans la suite de l'étude, ce qui est marrant en tout cas, ce qui est étonnant dans la suite de l'étude, ça ne correspond pas tout à fait à la vision suivante de perspective. Que peut-on dire d'autre? Les industriels de la métallurgie, chimie, verrerie représentent les futurs grands consommateurs d'hydrogène à court terme, notamment parce qu'ils sont déjà consommateurs, ils sont habitués à utiliser l'hydrogène, et donc ont une tendance à maîtriser cette énergie, à augmenter leur utilisation de l'hydrogène. Les premiers projets aussi, hein, vous voyez qu'il y a des grappes de projets qui, Jean l'a évoqué tout à l'heure, permettent de constituer des clusters, en tout cas de réfléchir à des regroupements de producteurs et de consommateurs sur les territoires. Voilà pour une première analyse des projets. Si je fais un petit focus sur les projets qui concernent plus particulièrement la CCI littorale, vous voyez que les projets s'y situent principalement en haut, à droite de votre écran, autour du GPMD principalement. Si on fait un focus grand Eno qui se situe plutôt au centre de votre carte, on voit apparaître tout un filigrane de projets et d'ambitions. Alors, un premier qui part de Douai pour aller à Valenciennes et qui ressemble fortement à une ancienne veine minière, si je puis m'exprimer comme ça. Et puis des projets autour de Maubeuge de taille importante. On en reparlera juste après mon intervention. Voilà globalement ce qu'on peut ressortir. En tout cas, on comprend que les CCI se soient portés là-dessus, et porter leur attention sur cette étude, puisque globalement, c'est quand même 2 territoires sur lesquels les projets sont importants, voire très importants. De manière sensitive, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vision? D'abord, les acteurs économiques de la région sont globalement informés, intéressés par le développement de la filière hydrogène. Deuxièmement, la volatilité des coûts de l'énergie pousse les entreprises à mettre en place des actions de transition énergétique, mais aussi a une tendance à prioriser peut-être d'autres projets actuellement sur certains industriels, notamment les industriels qui sont énergivores, que ce soit en gaz ou en électricité actuellement, de réduction de leur consommation avant de passer à des projets décarbonés. Il n'empêche que pour les industries très présentes en région, puisqu'on a des régions pour lesquelles la métallurgie, la verrerie et la chimie peut-être un tout petit peu moins grande échelle, ça dépend comment vous voyez la chimie, pour lesquelles l'hydrogène vert, c'est un important levier de décarbonation, et d'où l'émergence de nombreux projets, puisqu'il y a quand même les principales consommations qui se situent autour de la décarbonation des entreprises. Globalement, le secteur du transport est très intéressé, mais beaucoup moins mature, et notamment se pose beaucoup de questions entre les différentes options de décarbonation qui existent, que ce soit électrique, que ce soit bio-GNV ou encore baissant, et avec des solutions qui ne sont pas départagées et qui seront certainement multiples, mais ce qui peut poser des complexités et des difficultés pour les transporteurs à se positionner dans le temps sur leur projet. Si maintenant on regarde un peu les perspectives, au-delà de ces premiers résultats, des unités de production décentralisées sur site, c'est ce qu'on voit apparaître dans un premier temps.
répartis sur le territoire, avec quelques unités massives là où il y a des consommations fortement, des consommations fortes. Un besoin de stimulation des transporteurs par des aides au financement et certainement des mesures légales. Donc un développement de l'hydrogène, je l'ai dit, autour de la métallurgie, de la chimie et du verre, et des projets possibles, potentiels de production d'hydrogène décarboné, ou en tout cas bas carbone, bas carbone, on va dire, via vaporéformage et capture et stockage du carbone, et bien sûr électrolyse. Beaucoup moins de projets autour des productions, autour de la pyrogazéification ou de la gazéification hydrothermale, même si certains interlocuteurs commencent à y réfléchir. On est certainement un tout petit peu moins mature sur ces filières. L'étude a identifié des premiers bassins de développement autour des usages existants, dunkerquois, audomariennois, valenciennois et Grand Hainaut de manière générale, métropole européenne de Lille et compiègnois. La production sur site permet l'émergence rapide de projets sans attendre l'arrivée d'infrastructures, même si on entend des industriels et des transporteurs qui sont en attente d'infrastructures, notamment en termes de sécurité d'approvisionnement, assez compréhensible quand les productions sont massives et les productions sont continues. Je l'ai dit sur les projets d'envergure massive pour les besoins importants, et puis des projets répartis, et la réflexion autour d'infrastructures qui permettent d'alimenter les besoins sans interruption. J'ai complètement mangé mon slide. Maintenant, on a fait un petit exercice. Et désolé pour la coupure, un petit exercice autour de ce que pourrait être la consommation future, au-delà de ce que nous disent les industriels, les transporteurs aujourd'hui. On peut comprendre, et on comprend qu'il peut être difficile de se projeter, mais on a essayé d'utiliser, en utilisant un scénario, en l'occurrence le scénario transition 2050 de l'ADEME, qui vient de sortir, qui est sorti il y a 1 ou 2 mois, pour regarder ce que pourrait être l'évolution de consommation d'hydrogène à moyen et long terme, avec une approche donc en 2 temps qui a été retenue. Première étape, comment nous avons réalisé cette perspective long terme? Première étape, une analyse des taux de conversion des différentes activités à l'hydrogène, d'après le rapport de l'ADEME, en créant 2 seuils, un seuil haut et un seuil bas. Vous verrez les 2 seuils, on vous présentera des chiffres. Une réaffectation des taux de conversion des activités sur la base de statistiques territoriales, et puis un travail sur 2030, 2040 et 2050 en faisant une interpolation linéaire pour 2040. Cette méthode, elle vaut ce qu'elle vaut, elle permet de se donner une bonne idée, en tout cas, de la vision de l'ADEME. En réalité, l'ADEME a prévu 4 scénarios sur ce projet Transition 2050. Je vous invite à aller voir l'étude extrêmement complète de l'ADEME sur ce sujet-là, mais 4 scénarios. Des scénarios, un scénario plutôt basé sur le business as usual et puis l'utilisation de moyens de capture de carbone très développés. Un scénario de sobriété et d'efficacité énergétique très fort. Puis 2 scénarios un peu plus, moyens, dans lequel on prend à la fois des technologies nouvelles, on utilise les technologies en place, et puis on fait de la sobriété. Pour simplifier la vie, et la lecture, on est parti de ces 4 scénarios, nous en avons fait 2. Un scénario bas et puis un scénario haut. Ce premier scénario bas, pour l'industrie, ça nous donne une conversion de 23% de la consommation d'hydrogène carboné aujourd'hui, en 2030, jusqu'à 74% en 2050. Et dans le scénario haut, nous serions à 75% de conversion en 2030 et 100% en 2050. De plus, nous avons ajouté les nouveaux projets de consommation, notamment lorsqu'ils ont été rendus publics, pour avoir une vision plus affermie de ces consommations. Maintenant, pour le transport des matières autour des camions.
Le transport des matières est influencé par deux facteurs, en fait, la part modale du transport routier et le taux de conversion à l'hydrogène. Et vous voyez que les scénarios, je ne vous les passe pas tous, mais globalement, 3 scénarios sur 4 du trafic et du transport routier sur nos routes, avec une conversion de la flotte qui se situe entre 0 et 2050. Donc l'idée, ça a été de corriger la part modale routière par la conversion de flotte pour avoir des équivalents de conversion à date. Et vous voyez que l'ADEME est globalement assez pessimiste et on regarde des retours des transporteurs, nous avons même très pessimistes sur les consommations. Donc, si on prend la moyenne des deux scénarios, en 2030, on est à 0% de consommation, aucun passage à l'hydrogène, et à 2000, et dans le scénario optimiste, 3% en 2030 et 14% en 2050. Et du transport des voyageurs, des bus et des cars, hein, puisqu'on a tout différencié. La même chose, les mêmes facteurs d'influencement, donc je vais aller plus vite. La différence, c'est que les taux d'évolution des parts modales est en augmentation dans chacun des scénarios, ce qui fait que pour des taux de conversion de flotte qui sont identiques, on a l'équivalence par rapport à la flotte actuelle qui est en augmentation. Et donc, dans les deux scénarios, on a encore un scénario avec 0% de consommation d'hydrogène et un scénario optimiste avec une vision à 5,5% de conversion en 2030 et 26% en 2050. Qu'est-ce que cela nous donne une fois remis par... et je ne vous ai pas parlé des BOM. Pour les BOM, nous avons pris les mêmes éléments que les camions, puisque excusez-moi, pour les BOM, nous avons pris le même taux d'évolution que les camions, mais sans compter d'évolution de la flotte, puisqu'il y a peu de raisons que la flotte diminue. Ou si la flotte diminue, c'est le nombre de kilomètres qui augmentera, parce qu'a priori, on sera sur des populations relativement stables. Si on regarde les consommations futures, alors, je vais peut-être en décevoir certains, en tout cas là, je ne parle pas en mon nom, hein, je fais juste un constat par rapport au scénario ADEME 2030. Vous voyez qu'au final, et 2050, au final, l'évolution vue par l'ADEME des consommations dans le scénario bas, aucune consommation sur la mobilité, et puis une consommation autour de l'industrie, mais qui reste très limitée aux consommations actuelles, avec un taux de conversion à l'industrie en horizon 2050 de 75%. Donc quand on regarde un peu le tableau des consommations futures, globalement, il n'y aurait que les nouveaux projets autour de la décarbonation des industriels qui feraient la consommation. Maintenant, si on regarde le scénario optimiste, qui est pour nous un scénario plutôt très pessimiste, en tout cas notre vision après avoir fait cet exercice, la consommation resterait principalement autour des nouveaux projets, mais vous voyez apparaître la mobilité de manière beaucoup plus forte, forcément quand on part de zéro, mais quand même de manière assez importante, principalement autour des camions, et puis autour de la flotte de bus et autocars, et enfin par les BOM. Donc un ratio qui situe quand même d'environ 20% pour la mobilité et l'industrie contre 80% pour les nouveaux projets. C'est ce que vous présentent les petits tableaux sur le côté. Si on met un peu ça sur une carte de manière générale. Alors, je suis désolé, il n'y a pas d'échelle à cette carte, ce qui veut dire que cette carte ne veut rien dire, mais je vais vous la donner, désolé. Plus les EPCI, puisque là ça a été réalisé à l'échelle des EPCI, plus les EPCI sont claires, moins elles sont consommatrices d'hydrogène. Une EPCI extrêmement claire consomme de 0 à 1 tonne d'hydrogène à horizon 2030, et forcément les très foncés consomment plus de 100 000 tonnes
à horizon 2030. Donc la carte 2030, hein, peu importe l'horizon, en fait, l'échelle est exactement la même. Donc vous voyez l'évolution des consommations qui a tendance à augmenter, donc 2030-2040. Et puis si on fait le rapport 2030-2050, vous voyez la carte de plus en plus foncée. Et on voit aussi une évolution sur un axe nord, on va dire nord vers sud-est et sud-est vers sud-ouest. Voilà cet exercice. Il vaut ce qu'il vaut, permet d'avoir des premiers chiffres pour être complété, mais il donne quand même une bonne idée. Quand on traduit ça un petit peu avec les projets qu'on a vus, hein, on aurait pu mixer les deux cartes, mais quand on traduit un peu, quand on mixte un peu les informations précédentes, à savoir les consommations, les projets identifiés, et puis cette analyse réalisée avec les études ARM, on se rend compte, merci, on se rend compte de la possibilité de cristalliser peut-être des infrastructures autour d'un tracé d'un réseau qui partirait du nord, avec une branche qui irait vers l'est et le sud-est de la région, et une branche qui partirait vers le nord, et notamment vers peut-être l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est annoncé comme un extrêmement grand consommateur. Ça serait complété, et certainement à compléter, vous l'avez vu sur les cartes précédentes, par des clusters situés plus à l'ouest de la région, notamment autour du Calaisis, de l'Amiénois, du Beauvaisis et de la vallée de la Brenne. Voilà ce que je peux dire sur cette étude. N'hésitez pas si vous avez peut-être quelques questions. Il y en a. D'accord. Justement, je reviens parce qu'il y a quelques questions. Alors, une question qui est revenue plusieurs fois, qui est toute simple, c'est la diffusion des documents. Alors, le document central de présentation de cette étude, bien évidemment, nous pourrons le diffuser. Voilà, les autres documents, d'autres intervenants n'ont pas souhaité à ce qu'ils soient diffusés, donc on les, enfin voilà, donc vous aurez le document essentiel de restitution de l'étude. Il y avait une question, alors voilà, dans le contexte actuel où on essaye comment dire, Décarboner notre économie. Non, alors c'est pas ça, c'est par rapport à la crise ukrainienne. Donc, on sait qu'on importe pas mal d'engrais d'Ukraine, mais Oui. surtout et peut-être de Russie. Est-ce que l'idée de revenir à une production d'ammoniac en région, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas si on peut y répondre comme ça, mais il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu. Ça aurait du sens, puisque forcément, si on produit notre hydrogène de manière décarbonée, on aurait des engrais qui seraient fortement décarbonés. Aujourd'hui, nous n'avons pas identifié de projet. Par contre, il y a des projets, notamment autour du port du Havre, puisqu'il y a déjà un producteur d'ammoniac autour de Port-Jérôme, notamment, et qui réfléchit à sa décarbonation. Voilà ce qu'on peut dire, mais effectivement, ça aurait du sens, mais nous n'allons pas inventer les projets. Oui, oui, très bien. Alors, j'avais une question aussi, c'est peut-être une question toute simple. Dans tes classifications, la sidérurgie, est-ce qu'elle est inclue dans la métallurgie ou La piège. métallurgie, normalement, et la sidérurgie sont censés être séparés. D'accord. Et donc, c'est donc le cas dans les chiffres que tu as indiqués. Oui. D'accord, ok. Il y a une question aussi sur l'éolien. Est-ce que c'est intéressant de produire de l'hydrogène à partir d'éolien et quid des coûts de transport après vers les centres de consommation? Alors, cette question, la réponse est très complexe. Pour des projets de taille peu importante ou moyenne, un raccordement direct à des éoliennes, ça paraît tout à fait envisageable, puisque le seul très grand parc, ou les seuls grands parcs de la région ne sont pas construits, donc ce sera celui en mer pour le Tréport et celui du Dunkerquois. En attendant, si je prends effectivement un projet éolien en sortie de tarif d'achat et que j'arrive à me raccorder directement, j'évite une bonne partie des taxes et donc je sais être très compétitif. Maintenant, le problème de l'éolien, c'est son intermittence et son taux de production qui est d'environ 25% du temps, donc c'est assez compliqué. Ce qui fait que même avec une grande puissance éolienne installée, sur des champs de 40 ou 50 MW, on ne peut installer en électrolyse que 10 MW si on veut être raccordé directement.
si on fait le ratio mathématiquement. Mais c'est un intérêt. D'accord. OK. Bon. Autre question. Alors, elle est là, on la voit à l'écran, la subvention ADEME. Pour quelle capacité d'électrolyseur ou PEM? Est-ce que c'est 1 mégawatt, 2 mégawatts? Et quid des évolutions des subventions en 2022-2023? Eh ben, Question. alors la question, je pense que même l'ADEME n'a pas la réponse à cette question, Voilà. malheureusement. Jusqu'ici, 1 mégawatt suffisait. A priori, ça serait amené à être en augmentation, des seuils en augmentation, mais l'avenir nous le dira. Voilà, bah oui, on ne peut pas en dire plus. On n'est Exactement. pas. Voilà. Alors, il y avait une question aussi sur les subdivisions de l'industrie chimique. On parlait, j'ai vu passer, on parlait notamment de la production de styrène, je crois. Oui. Mais Qui peut être de l'industrie pétrolière ou de la raffinerie. Au final, ça change peu de choses sur les quantités d'hydrogène consommées. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, Quelle que soit la classification, quel que soit l'endroit où vous mettez les entreprises. D'accord. Bon, alors je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions qui sont apparues. Je ne suis pas sûr de toutes les voir. On pourra toujours revenir après les interventions suivantes. Ouais. Alors, je crois que M. Flamand n'est pas encore en ligne. Il avait eu une urgence. Je ne sais pas s'il va arriver à nous rejoindre. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à M. Dupuis. Si vous êtes là en ligne, M. Dupuis est le directeur de AGC Glace à Maubeuge et aussi conseiller technique de la CCI du Grand Hainaut. Voilà. Monsieur Dupuis, il faut accepter l'invitation pour passer à l'écran. En attendant, j'avais vu une question sur le prix de l'hydrogène futur. Ah oui, l'avenir nous le dira pour combler les blancs. L'avenir nous le dira là aussi. En tout cas, ils sont clairement à la baisse, même si l'augmentation des prix de l'énergie et de l'électricité, notamment, peuvent poser souci. C'est l'intérêt aussi d'avoir des PPA, des contrats directs avec des parcs éoliens, parce que vous pouvez vous extraire du marché. J'avais vu une autre question. Est-ce que oui, il y avait une autre peux question. changer l'écran? Il me semblait qu'il y avait une autre question, donc tant qu'à faire, on va y répondre. Problème de volume, c'est ça? Alors, sur la réglementation ICPE, pour tout vous dire, la réglementation ICPE, entre 100 kg et 1 tonne, vous êtes en déclaration. Au-delà du tonne, vous êtes en autorisation. Le réseau envisagé est-il compatible avec le tracé du réseau H2 européen Backbone? Il y a une petite correspondance entre ces deux réseaux. Donc la réponse c'est oui, on s'en est inspiré et on se rend compte de la concordance entre la logique entre du réseau tel qu'il a été présenté. N'y a-t-il pas un problème de volume par kilowattheure pour le rendre utilisable dans la mobilité sur une échelle importante des avancées technologiques? Alors, est-ce qu'il y a un problème de volume? En tout cas, il y a effectivement, il y a une contrainte autour du volume. Donc, une contrainte aujourd'hui, l'hydrogène pour la mobilité est compressé aux alentours de 350 bars ou 700 bars, ce qui permet de résoudre cette problématique de volume, mais par contre, à la contrepartie d'avoir un stockage qui est relativement onéreux. En même temps, aujourd'hui, les quantités de stockage produites sont faibles. Donc, comme toute industrie qui ne produit pas en grande série, les montants, les coûts sont. Les gains sur les coûts peuvent être importants. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Quel avenir pour les petites unités de production d'H2 face aux giga-électrolyseurs de Dunkerque? Compétitivité ou pas? Très difficile à dire. Il y a clairement un coût pour le transport de l'hydrogène qui n'est pas négligeable, un coût pour sa distribution aussi. Donc, c'est sa distribution peut être un facteur. Alors, la question est, est-ce qu'on attend les grands projets qui sont forcément plus longs à mettre en œuvre, ou est-ce qu'on lance la machine avec des projets de taille peut-être un peu moins importante, mais qui permettent de lancer la machine? Alors, pour ce qui est de la carte des EPCI, alors, je vois en regardant la carte des EPCI, on voit que les communautés de communes villes-sœurs et communautés de communes interrégionales Aumale-Blangy sont exclues. Est-ce que les entreprises de ces EPCI ont reçu l'enquête? Elles ont été sollicitées. Par contre, pour la carte, excusez-moi, c'est simplement une question
fichiers qui fait que ces communautés de communes ne sont pas intégrées dans la cartographie finale. Est-ce que l'enquête donne des valeurs de prix? Non. Ce n'était pas l'objet, c'était vraiment d'aller chercher des consommations. Et forcément, c'est un biais, puisque si je vous annonce un hydrogène à la pompe à 4 € le kilo, les projets vont se démultiplier à un rythme beaucoup plus rapide que celui annoncé. La production d'hydrogène renouvelable peut se faire par thermomasse. Est-ce que vous pouvez mettre les industriels des Hauts-de-France qui ont cette biomasse avec en relation avec les consommateurs d'hydrogène renouvelable? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué ce sujet de biomasse par thermolyse, par pyrogazéification, par gazéification hydrothermale. Aujourd'hui, les projets que nous avons identifiés en termes de production sont principalement autour de l'électrolyse, peut-être parce que les filières sont un tout petit peu moins matures. On le voit d'ailleurs aujourd'hui en pyrogazéification, on a un seul projet en France qui permet de produire de l'hydrogène. Et voilà, monsieur Dupuis est avec nous. On vous voit. Très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et on vous entend très bien. On vous entend très bien. Alors, on y est arrivé. Voilà, bravo. Un peu compliqué. Voilà. Ben, monsieur Dupuis, vous avez la parole pour conclure cette étude. Et pendant ce temps, on va changer les batteries de notre caméra. Voilà. À vous la parole. Alors, merci de nous avoir proposé de participer à ce beau challenge que je qualifierais de la sorte. Et d'autant que pour nous, c'est un petit peu inespéré ce qui se produit. On aborde bien sûr la question de l'hydrogène, mais ce n'est pas forcément la seule réponse à la décarbonation. Mais dans nos process industriels, comme je le rappelle ici, c'est une première réponse face au tout électrique. Alors pourquoi tout électrique? Simplement que, sans trahir de secret, dans notre métier, bon nombre de petits fours sont plutôt partis sur de l'électrique, alors que la question se pose pour les fours de beaucoup plus grande capacité, type 600, 700, 800, voire 1000 tonnes. Cette recherche de durabilité, comme nous on l'appelle au sein de notre groupe, c'est une réflexion que nous avons poussée parce que nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle cette technologie disruptive de four à oxycombustion et qui a été lancée alors sûrement très en avance, peut-être trop en avance sur son temps, dans cette réflexion à la décarbonation dès 2008. Et cette technologie d'oxycombustion, elle a malheureusement fait les frais de cette anticipation sur la décarbonation pour la bonne et simple raison, c'est que dès l'après 2009-2010, après la crise, eh bien là où on s'attendait à un baril à $100, comme on le connaît aujourd'hui, eh bien il a plutôt plongé pendant toute la décennie qui a couru. Et c'est ce qui m'a malheureusement posé bon nombre de difficultés à cette technologie, avec un arrêt que nous avons connu en 2012-2013 et puis qui s'est renouvelé à nouveau en 2017. On sait aujourd'hui à quoi sont arrivés le niveau du baril de pétrole, de la tonne de CO2, et cette technologie qui était fort en avance dans les années 2008-2010, eh bien, après avoir mené cette réflexion, et notamment autour de l'hydrogène, on s'est dit que c'était sûrement une opportunité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est lancé dans ce challenge qui nous motive aujourd'hui, toute l'usine de Boussois notamment, puisque en Europe, notre groupe a 2 lignes à oxycombustion, une à l'est et une ici à l'ouest, à Boussois. Alors je dis toute l'usine parce qu'effectivement, c'est un challenge pour l'avenir du site, et auquel est fortement associé notre personnel. Par 2 fois, nous avons réuni tout l'ensemble du personnel et nous travaillons en toute transparence avec nos élus compte tenu de l'importance du projet, et je les en remercie tous au passage. Il y a un point incontournable, c'est le bilan économique. Ce devra être positif, sinon nous n'aurons aucune vocation de poursuivre ce projet. Alors, pour parvenir à ça, nous avons identifié pas mal d'éléments qui doivent nous permettre d'y arriver.
Et dans cette conjugaison d'éléments, alors bien sûr, il y a l'H2 en premier, mais pas que. Parce que dans notre fusion à oxycombustion, nous aurons aussi l'opportunité de récupérer l'hydrogène, ce qui ne se présentera peut-être pas pour tous les acteurs et utilisateurs de l'hydrogène. Mais cette double possibilité, pour nous, est extrêmement importante, et vous le comprendrez aisément en sachant que la partie oxygène est extrêmement prépondérante dans la combustion. L'électricité verte et son plus faible prix en France, hein, nous sommes comparés à une bonne douzaine de flottes en Europe. Et cet avantage, j'espère que nous retrouverons prochainement de manière très concurrentielle, devrait nous aider. Après, j'ajoute le plan de relance et notamment le plan hydrogène en France, qui est regardé par nos collègues d'une manière très avantageuse pour nous. Et on ne cherche pas à les désentromper. Ensuite, on travaille aussi sur une mutualisation des installations, puisque nous partons dans l'idée d'une production de masse sur notre site, j'espère demain zone industrielle, en passant par des stations déportées, et on imagine même, puisque nous sommes frontaliers, pourquoi pas un hub transfrontalier. Des synergies au plan local, un certain nombre d'acteurs importants et peut-être de moindre importance nous ont déjà contactés et nous échangeons ardemment pour essayer d'être un peu dans cette notion d'économie circulaire au travers de ce projet que j'expliquerai après, mais qu'au-delà de notre propre plan industriel, on imagine porter en projet de territoire. Mais il y a aussi l'utilisation de la chaleur, puisque l'électrolyse nous permettra effectivement de dégager une certaine quantité de chaleur, au même titre que nos fours dégagent de la chaleur. Si vous voulez bien passer à au slide suivant. Alors, cette accélération à la course de la décarbonation, alors je passerai même les événements pitoyables de ces derniers temps, nous a conduit à reconsidérer justement le recours à l'hydrogène, parce que je parlais de fours totalement électriques, et je pense qu'il y a une reconsidération de ce tout électrique, pour différentes raisons, mais nous avons à sortir un produit de qualité, comme il l'est aujourd'hui, malgré le changement de la configuration de nos fours à l'avenir. Ça va jusqu'au niveau, effectivement, d'utilisation, ce dosage, cette alchimie. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, ce n'est pas l'objet, d'une part, et deuxièmement, nous ne le souhaitons pas. Compte tenu de tout ça, effectivement, des avancées que cela nous procurerait et en complément d'autres technologies que nous mettrons en œuvre dans ce cadre. Une condition aussi impérative, je tiens à le souligner, vous nous en donnez l'occasion de le rappeler, de le rabâcher, si je puis dire, c'est que les pouvoirs publics veillent à ce qu'on rende économiquement accessible ce recours à l'hydrogène. Il n'y a pas que sous l'angle investissement, il y aura aussi sous l'angle opérationnel du quotidien. Et ça, c'est un vecteur extrêmement important qui est pour nous prépondérant. Au-delà de ça, nos travaux ont mis en évidence le fait que nous pourrions inscrire ce projet industriel dans un projet de plus grande dimension. Oui, puisque, alors, je travaille avec 2 collègues, et notamment un qui, comme moi, est un enfant du pays, et on aurait un grand attachement à en faire un projet de territoire. À côté de ça, il y a des freins et des contraintes qui existent. Hein. Je n'en mettrai en évidence que ceux que je précite ici. Et ça, c'est à lever au mieux par les pouvoirs publics si nous devons tenir les délais qui s'imposent à nous, industriels. Je pense que nous n'avons pas la même échelle de temps dans notre quotidien et nos actions à mener. Oui, je ne pourrai pas attendre, nous ne pourrons pas attendre éternellement qu'un certain nombre de freins soient levés. Pour la bonne et simple raison, c'est que cette notion de temps, de mise en process, de mise en œuvre, est important pour nous. Et là où on présente des échéances à 2, 3, 4 ans, je me dis qu'en tant qu'industriel, nous ne tiendrons pas. Nous avons par exemple un four qui est vieillissant.
il est évident que si nous devons mener un certain nombre d'actions de réparation, on les fera, c'est évident, mais des réparations d'importance conduiront à ce qu'on ait des décisions qui soient prises assez rapidement. Je commencerai par exemple, pour la réduction des délais quant à la disponibilité, mais surtout aussi des quantités d'électricité qui seront nécessaires à la mise en œuvre de ces procédés techniques. Je m'explique. On s'entend dire aujourd'hui, dans certaines mises à disposition de quantités, on parle de délais de 48 ou 60 mois. Je peux comprendre qu'il y ait un certain nombre de contraintes techniques ou de préservation environnementale, mais sur le plan économique, nous ne pourrons pas avoir une dichotomie entre les délais qui s'imposent à nous en tant qu'industriels et ceux que l'on voudrait nous imposer au prétexte qu'effectivement, on est obligé de consulter large ou ainsi de suite, et dans des délais qui ne sont pas raisonnables. Ou encore de la réactivité dans les délivrances d'autorisation, que ce soit d'exploitation, de continuité d'exploitation ou nouvellement d'exploitation. Donc, une certaine simplification administrative me paraît être nécessaire dans ces projets que les uns et les autres on est appelés à mener. On parle aussi d'économie circulaire, c'est là où nous, ensemble Bravenois, on se dit qu'il y a un projet de territoire à mener. Nous aurions très bien pu faire ce projet par nous-mêmes, avec un partenaire, et puis nous cantonner à notre périmètre du site de Boussois, mais on aurait plutôt la tendance à parler de zone industrielle de Boussois, et je pense que c'est une réflexion qui est à mener à différents endroits de notre région si on veut avoir quelque chose d'économiquement tenable. C'est ce que j'indique ici. Il y a non seulement une multitude de synergies, et nous les avons mises en évidence pour notre bassin, mais nous avons aussi des gains potentiels supplémentaires. Nous ne sommes pas dans des activités philanthropiques, nous restons des acteurs économiques qui ont besoin d'avoir de la rentabilité, de la productivité, et c'est uniquement la conjugaison et la mise en commun de ces facteurs qui nous permettra de retrouver un certain rayonnement, j'en suis convaincu. Nous avions, dans un passé récent encore, un certain nombre de contraintes de mise en compétitivité avec l'Europe. Je vois là une occasion de reprendre du terrain dans cette bataille. Et puis, il y a l'emploi qui a fortement gagné. Hein. Nous avons mis en évidence un certain nombre de possibilités d'avoir ce recours à l'emploi qui pourrait se profiler, mais à la fois en main-d'œuvre qualifiée et en main-d'œuvre non qualifiée. Je prends un exemple tout simple. Main-d'œuvre qualifiée, bien évidemment, une unité d'électrolyse, on aurait de la main-d'œuvre qualifiée. Mais si on utilise la chaleur et nous avons, par exemple, une réflexion en cours avec des serristes, producteurs de tomates, d'un certain nombre de légumes, où là aussi, il y a besoin de main-d'œuvre non qualifiée. Voilà sur un certain nombre d'axes que nous avons travaillé. Et puis moi, je terminerai par cette citation que j'aime beaucoup et que nous avons fait nôtre au sein de notre unité de Boussois. Bien, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais bien de le rendre possible. Et c'est ce qui m'a incité à vous rejoindre dans ce webinaire de ce jour. Voilà, essayer de rendre possible les choses. Voilà à quoi nous vous avertissons aujourd'hui. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis, pour cette explication qui nous fait comprendre que l'hydrogène est un enjeu territorial, finalement, qui dépasse simplement un site industriel. Vous l'avez bien démontré, et on vous souhaite bonne chance, et comme vous le savez, on vous accompagne aussi dans toute cette démarche. Tout à fait. Et c'est vrai que cette bataille de l'hydrogène, elle n'est pas simple. C'est un peu passé par le chat d'une aiguille à certains moments, mais voilà, on s'y attelle. Et je souligne aussi tout à fait cette problématique d'électricité, enfin de connexion, pour avoir la puissance électrique, et ces délais qui sont très gênant pour développer des projets, mais je crois savoir que la région est bien consciente de ce problème-là. On le constate aussi sur le Dunkerquois, et je pense que les gens d'RTE y travaillent aussi. Voilà.
Alors, je crois qu'il n'y avait pas forcément d'autres questions. Le problème, c'est que Thierry Flamand a une urgence. Bon, on peut le comprendre. C'est vu le nombre d'ouvriers qu'il y a sur le site d'Arcelor à Dunkerque, et puis bon, les enjeux qu'il y a. Voilà, j'ai encore fait un SMS, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, je pense que malheureusement, on va être obligé de terminer ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Avec plaisir, j'ai fait cet arrêt bien volontiers. J'apprécie la collaboration de nos travaux. Pardon, tu dis, Romain? Une question. Ah, il y a une question. Je vois qu'il y a une question. Quel avenir pour les petites unités de production? Non, c'est pas ça. C'est en haut. Monsieur Dupuis, est-ce que vous êtes ouvert à d'autres technologies moins consommatrices d'électricité que l'électrolyse pour produire de l'hydrogène renouvelable en utilisant la biomasse locale de votre territoire? Voilà. Nous sommes, alors effectivement, je n'ai pas utilisé ma marguerite habituelle, mais oui, on est ouvert et nous avons pris contact très volontiers et nous reviendrons rapidement vers des collègues qui, eux, travaillent sur un projet de biométhanation. On ratissera très large et on est ouvert effectivement à d'autres interactions sur tout l'arrondissement de Sambre-Avesnois. Je n'ai pas parlé de l'extraction en carrière, mais les carriers nous ont contactés pour les eaux d'Exor. On travaille aussi sur un projet calcin. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble, une foison d'opportunités qui se profilent. Tout ça grâce, je dirais, à cette possibilité qu'on nous offre aujourd'hui d'introduire l'hydrogène dans nos process. C'est une autre ouverture. Mais oui, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je n'ai pas pris mon éventail de cartes, non pas de crédit aujourd'hui, mais je m'étais plu il y a récemment un événement sur la Sambre-Avesnois Vallée d'Avenir où j'ai déployé, je crois, de l'ordre d'une bonne quarantaine de cartes de visite. Et je crois que je n'avais pas l'exhaustivité. J'ai un de mes collègues qui en a encore plus que moi, parce que effectivement, nous ratissons très large et nous avons non pas la prétention, mais nous avons le souhait de faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose qui est une dimension appropriée à notre secteur et qui puisse aider le secteur sur le plan économique. Voilà. Alors encore une question, quelqu'un qui nous dit oui, les fournisseurs d'électrolyseurs ne connaissent pas la quantité de chaleur perdue de leur process et c'est une contrainte supplémentaire pour faire des études de valorisation de coproduits. Alors, oui. Bon, des chiffres vont entre 20-30%. Oui, voilà, ça, on a quand même une bonne estimation. Et puis, si on prend votre cas, il y a aussi de la chaleur fatale par le process lui-même. Absolument. Et qui est sans commune mesure avec ce que peuvent dégager les électrolyseurs. On chauffe à 1600 degrés. Voilà, oui, c'est ça, voilà. Bon, un électrolyseur n'atteint pas cette température. Heureusement pour lui. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Il me reste le mot de la fin. Cette étude, à mon sens, c'est un démarrage. On a essayé de tirer des prospectives. Damien l'a bien expliqué. Je pense que ça serait bien qu'on puisse la continuer, cette étude. Alors, soit avec la Chambre de commerce, soit avec d'autres partenaires. On en reparlera avec la mission REF 3 ou peut-être des industriels, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est qu'on voit bien que c'est dans le delta, année après année, qu'on va affiner les chiffres qu'on a commencé à produire et certainement qu'il y aura un effet boule de neige à un moment donné. Et le tout, c'est d'arriver à le déceler, en fait. Le déceler le plus tôt parce qu'on voit bien qu'il y a un phénomène de cristallisation autour de l'hydrogène. Alors, on n'a pas trop d'inquiétude côté dunkerquois et on voit bien qu'il y a d'autres pôles qui commencent à naître. Donc, le tout est d'être au plus près de l'événement, j'ai envie de dire, pour voir un peu où seront ces foyers de production et consommation d'hydrogène et après être capable de massifier autour, de mutualiser les besoins et d'intégrer des projets de mobilité autour de projets industriels. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation. Comme je l'ai dit, on enverra le document de l'étude à tous les participants au webinaire. Et puis, on sait que l'hydrogène, on continuera d'en parler. Donc, je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire sur l'hydrogène. On n'en a pas encore prévu, mais ça ne saurait tarder. Nous avons une collaboration avec l'Allemagne et qui vient d'être signée avec la Rhénanie du Nord-Westphalie. Et donc, pardon ?
Et donc, ça donnera l'occasion certainement d'avoir des échanges aussi avec la vision allemande de l'hydrogène, qui n'est pas la même que la vision française, mais par exemple sur un plan scientifique, sur un plan de la recherche et développement, il y a peut-être des synergies à trouver, en tout cas, savoir ce que les uns et les autres font. Donc, c'est certainement quelque chose que nous ferons. Je rappelle, dernière chose, la Chambre de commerce m'en voudra pas de le dire, nous organisons le 28 avril une conférence autour de la croissance de notre économie face à la transition énergétique, le nouveau mix énergétique. Est-ce que c'est compatible avec l'idée de croissance? Donc, nous faisons intervenir un intervenant du think tank Sapiens, Monsieur Philippe Charlez, de Total Energy. Donc, ça sera à l'Université catholique de Lille le 28 avril à 15h. Dans un des amphis de l'université l'université catholique de Lille. Voilà. Donc notez cela et écrivez-nous si vous n'avez pas reçu l'invitation. Et puis bien sûr, cette conférence est suivie de l'AG de Pôle Énergie où nous espérons vous y retrouver. Elle est ouverte à tout public et c'est aussi intéressant pour faire du réseau, voilà, et aussi rencontrer des tas de gens et puis peut-être aussi être un peu plus au courant de ce que Pôle Énergie propose dans les Hauts-de-France. Voilà, merci à tous pour votre participation. À très bientôt pour un prochain webinaire sur l'hydrogène ou sur un autre sujet de la transition énergétique. Merci, au revoir.